vous allez nous parler du réseau TikTok qu'on ne présente plus, mais qui est dans le viseur depuis maintenant un certain nombre d'années, hein, a priori, puisqu'il est jugé très addictif. Les études qui se succèdent le montrent. Hein. Il vient d'annoncer qu'il va mettre en place une restriction. De quoi s'agit-il exactement? À qui elle s'adresse? Oui, alors déjà, pour commencer, on dit, alors depuis que TikTok a fait cette annonce-là, en effet, nous répétons tous que le réseau est jugé addictif. En réalité, il n'est pas jugé addictif, il est addictif et il y a désormais des preuves, vous le disiez, il y a à la fois des études et les cabinets, notamment de pédopsie, sont remplis de gamins qui n'arrivent pas à se sortir de là avec des conséquences qu'on va un peu étudier. Alors là, on se focalise ce soir sur TikTok, mais très honnêtement, on pourrait faire la même chronique sur n'importe quel réseau social aujourd'hui utilisé par les jeunes. TikTok est très intéressant parce que son origine est chinoise. Le gouvernement chinois ne l'a pas créé, mais en revanche, le gouvernement chinois influence très clairement ce réseau-là et on va y revenir. Alors, D'accord. TikTok a annoncé une fonctionnalité qui permet d'avertir les jeunes utilisateurs au terme d'une heure de visionnage. Donc, vous regardez TikTok pendant une heure. Si vous êtes déclaré mineur, et vous allez devoir rentrer un mot de passe que vous aurez vous-même choisi pour continuer à regarder. Alors, c'est très mignon, hein, mais ça ne risque pas de bloquer grand monde. Alors, on a un peu mieux s'il y a un jumelage familial des comptes TikTok, ce qui risque pas d'arriver parce que les parents, en général, comprennent assez mal où en sont leurs enfants sur les réseaux sociaux. Eh bien, les parents pourront définir un temps d'écran quotidien maximal de leur adolescent en fonction des jours de la semaine. Sauf que là aussi, les psys nous disent, les parents eux-mêmes finissent dans les cabinets des psys absolument débordés et en conflit total à chaque fois qu'ils veulent restreindre l'utilisation des réseaux parce qu'en général, on s'en rend compte quand l'addiction est déjà bien présente. Et alors donc TikTok annonce ça parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait plusieurs gouvernements qui les avaient dans le viseur. Et jusqu'à maintenant, la grosse critique qui a été faite, les amendes qui ont été portées notamment au réseau, etc., c'est sur la question des données personnelles des mineurs. Oui. Mais ça me semble pas être la chose la plus grave. C'est-à-dire que ce soit sur TikTok ou ailleurs, tout le monde livre sa vie de toute façon absolument partout sur Internet. Alors, il y a une question sur ce qui sont faits de ces données, notamment la monétisation de ces données-là. Mais la santé mentale et l'avenir tout court de la société me semble être un sujet autrement plus pressé, on va dire, que cette question-là. Et elle intéresse moins bien. Or, il y a 3 choses très précises qui auraient dû nous alarmer plus que tout. La première chose, je vous le disais, ça vient de Chine, TikTok. Or, on a un homme qui s'appelle Tristan Harris, qui était haut cadre chez Google, qui a fini par quitter Google en raison de la question des algorithmes mis en place justement par ces réseaux, et qui nous avait expliqué que, la version chinoise de TikTok, donc la version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. Ensuite, ça coupe. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22 heures et 6 heures du matin. Ensuite, nous dit-il, les algorithmes en Chine montrent aux petits Chinois des expériences scientifiques à refaire à la maison, des expositions, vous vous baladez dans des musées, vous avez des cours sur le patriotisme, qu'est-ce que c'est que l'attachement à son pays, des vidéos éducatives et scolaires. Et ailleurs dans le monde, ce n'est pas du tout les mêmes algorithmes qui jouent. Or, nous dit-il, vous avez eu une étude qui a été faite sur des adolescents exposés à TikTok, version chinoise, et exposés à TikTok, alors c'était aux États-Unis, mais version ailleurs dans le monde, on va dire. Et au terme d'une année passée sur TikTok, les enfants en Chine, quand on leur disait quelle est la carrière dont vous rêvez, répondaient majoritairement astronaute. Et aux États-Unis, ils répondaient quoi? Influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc cet homme nous dit, imaginez les deux sociétés que vous préparez avec ces différents algorithmes qui jouent sur la mentalité des enfants. Et quand la question avait été posée à un officier chinois de dire pourquoi est-ce que vous limitez en Chine l'accès pour les mineurs à ce réseau social, il avait tout simplement répondu, ouvrez les guillemets, ces enfants sont l'avenir de la nation. Comprenez qu'il avait parfaitement conscience de l'influence de ces réseaux sur les enfants. La deuxième chose qu'aurait dû nous alerter, c'est une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs du New York Times, sur la manière dont les PDG de la Silicon Valley se comportaient eux-mêmes avec leurs enfants par rapport au réseau. Ce qu'on apprend dans ces enquêtes, c'est très simple. Tous les PDG de la Silicon Valley interdisent catégoriquement l'accès à leurs propres réseaux sociaux à leurs enfants. Ils savent eux aussi pourquoi ils le font. Et la troisième chose, même la Commission européenne a demandé récemment à ses salariés de supprimer carrément l'application TikTok, sans doute pas parce qu'elle apporte des bénéfices. Or là, le constat, il est assez terrible puisqu'il y a une étude qui a été publiée il y a 6 mois, cette fois-ci en France, qui nous révélait que 87% des 11-12 ans
sont sur les réseaux sociaux qui sont interdits aux moins de 13 ans. Donc là, on a un député Renaissance, plein de bonne volonté probablement, qui veut faire une loi pour interdire, pour dire que la majorité numérique serait désormais à 15 ans. Mais quand on voit que déjà l'immense majorité des 11 ans sont sur les réseaux, c'est évidemment terminé. Et il y a quelques mois, une autre étude nous disait que les 7-10 ans passaient en moyenne 4h42 par jour devant un écran et les 11-14 ans, 8h23. Donc avec tout ça, vous voyez la société qu'on se prépare. En plus du temps censé être passé à l'école, à étudier. Mais concrètement, arrive-t-on à mesurer les effets des réseaux dans la vie de ces plus jeunes ? Alors, on avait dès 2018 une étude du Lancet. Je vous cite tout simplement une partie de leurs conclusions. Nous avons trouvé une association entre l'utilisation des médias sociaux et les symptômes dépressifs. Et cette association est plus forte pour les filles que pour les garçons. Les expériences de harcèlement en ligne, une moins bonne quantité de sommeil, ainsi que la qualité de l'estime de soi et l'image corporelle expliquent largement les associations observées. Bon, là, vous avez à peu près tout ce qu'on reproche, on va dire, aux réseaux sociaux. Le temps de sommeil ou de lecture qui est fondamental, notamment dans le développement du langage. Or, là encore une fois, tous les pédopsies vous diront si vous ne développez pas correctement le langage, c'est-à-dire la manière de vous exprimer, quand vous ne savez pas vous exprimer, vous devenez violent. On se pose la question tout le temps de savoir pourquoi la violence. On a peut-être une idée ici. Deuxième chose, conséquence sur l'attention et l'imagination. Alors là, on a une perte de concentration absolument dramatique en raison de la sollicitation sensorielle permanente. Vous savez, ces réseaux sociaux et TikTok en est la caricature. Ce sont de toutes petites vidéos et vous scrollez, c'est-à-dire vous faites défiler sur votre écran des vidéos qui, en plus, l'algorithme, une fois que vous êtes arrêté sur une vidéo, on ne vous propose que des vidéos qui vont retenir votre attention. Seulement, vous retenez votre attention sur un sujet pendant 10 secondes. Votre attention, elle est perdue. Donc, ce sont des machines. Alors là, c'est un Michel Desmurget, qui est chercheur au CNRS, qui nous disait que ce sont tout simplement des machines à structurer la distraction dans le cerveau. C'est quand même des mots assez forts qui représentent assez bien ce que ça fait. Par ailleurs, ce sont de gigantesques créateurs de normes sociales, physiques, sexuelles et idéologiques, à l'âge où précisément nous sommes vautrés et dans le conformisme et dans l'imitation. On dit tout le temps l'adolescence est la période de la rébellion. Pas du tout. La rébellion peut-être par rapport aux parents, mais une rébellion extrêmement conformiste par rapport à ses pairs. Donc on imite. Et on imite dans un monde où la seule manière d'exister sur un réseau social, c'est quoi ? C'est la notoriété, c'est le nombre de likes. Et là, on a un chiffre complètement dingue. 63% des adolescents passent plus de temps sur les écrans qu'avec leurs amis dans la vie réelle. Donc vous avez une virtualisation des relations. Et vous avez, attendez, je le cherche le chiffre parce qu'il m'a fait, voilà. 75% des personnes interrogées de la génération Z, les petits jeunes, sont prêtes à divulguer davantage d'informations personnelles en échange d'une notoriété sur ces plateformes. Incroyable. Et là, vous tombez notamment sur le domaine sexuel et violent. Et là, vous savez, toute cette question à la fois de harcèlement en ligne, c'est-à-dire que le harcèlement à l'école, c'est l'horreur, mais quand en plus ça continue le soir, la nuit, pendant les vacances et pendant les week-ends, ça devient l'horreur. Et le danger sexuel et la pornographie, évidemment, qui sont accessibles. Vous avez des gamines, elles vont enlever leur t-shirt et elles vont avoir tellement de likes que le lendemain, elles vont enlever le reste. Et vous avez un rapport sénatorial là, qui date de l'an dernier qui nous dit les réseaux sociaux et les messageries privées sont devenus les nouveaux vecteurs de la diffusion de contenus pornographiques. Je rappelle que les 7-10 ans passent en moyenne 4h42 devant des écrans par jour. Vous voyez ça. Et enfin, évidemment, la question de l'addiction totale. Et là, on retrouve en clair, les chercheurs vous expliquent, chaque vidéo crée un shoot de dopamine. C'est le fameux, vous savez, c'est les rats de laboratoire. Au moment où vous leur donnez une cacahuète, ça crée le shoot de récompense. Oui, de récompense à la pulsion instantanée. Sauf que comme dans toutes les addictions, évidemment, vous en cherchez toujours plus puisque la dopamine, vous en avez besoin. Résultat, vous avez tous les réseaux qui fonctionnent sur exactement la même base, des mécanismes de rétention de l'attention et de stimulation de ce fameux système de récompense, tout pour que vous ayez une addiction absolument parfaite. Mais peut-on contrer ce phénomène autrement au fond, qu'en sensibilisant les parents à ces questions? Ça paraît difficile, en effet, autrement que pour ça. Vous avez d'abord, évidemment, la responsabilité des parents. C'est-à-dire qu'il faut conscientiser les parents sur ce que sont aujourd'hui les réseaux sociaux, ce que voient leurs enfants, le temps qu'ils y passent, et non laisser un enfant de 10 ans son portable pendant la nuit, c'est peut-être pas une très bonne idée, même s'il pleure au moment où on lui prend. Alors là, je dis ça parce qu'il y a d'abord la question de l'habitude prise par les parents eux-mêmes par rapport à leur portable, par rapport aux écrans, par rapport aux réseaux sociaux. Et alors là, autre chiffre complètement dingue,
avant de venir au monde, 30% des enfants auraient déjà une identité numérique. Alors là, c'est une étude qui date de 2021. Pourquoi ? Vous savez, c'est la photo d'abord de l'échographie, et puis au moment de la naissance, et puis au moment... Et donc, ces enfants ont déjà une identité numérique. Aux États-Unis, je préviens les parents quand même, aux États-Unis, il y a des procès désormais des enfants à leurs parents parce qu'ils ont mis des photos sans leur consentement, évidemment. Les fameuses photos 3D, bien. là où on voit à peu près tout, l'enfant sous tous ses contours. C'est ça, l'enfant sous tous ses contours. Donc évidemment, quand l'enfant imite, l'enfant s'assimile en imitant ses parents. Et donc, quand vous avez des parents qui sont penchés sur leur portable toute la journée, les enfants font pareil. Et là, vous avez 2 chiffres. 89% des enfants possèdent un smartphone à 12 ans et 20% se font offrir leur premier appareil mobile à 10 ans. Donc là, évidemment, ils se le font offrir par leurs parents. Mais je vais relativiser un peu la responsabilité des parents en m'attardant sur la dépendance organisée aux écrans des enfants, notamment à l'école. C'est-à-dire qu'à la décharge des parents, on va dire d'abord, il y a énormément de parents qui disent on offre des smartphones. La première raison pour laquelle on donne un smartphone aux enfants, c'est pour se rassurer sur les trajets entre l'école et la maison. Donc la question de la sécurité qu'on aborde souvent ici, il y a aussi ça comme conséquence. La deuxième chose, alors ça évidemment, vous donnez un portable à l'enfant pour aller de la maison à l'école, vous n'êtes pas obligé de lui laisser la nuit. La deuxième chose, c'est répondre à une numérisation de la scolarité. Et alors là, il y a des parents qui m'ont dit cet après-midi, alors c'est bien gentil, mais nous, par exemple, à 12 ans, on ne veut pas que notre enfant ait un smartphone. Résultat, il rentre à l'école et il dit « Oui, mais la prof, elle a dit qu'elle envoyait. » Donc, ils utilisent les smartphones de leurs parents ou l'ordi de la maison. Donc, évidemment, cette numérisation de la scolarité qui devait nous donner des enfants absolument géniaux, qui connaissaient tout dans le monde, non seulement ils deviennent accros aux écrans, et en plus, ils sont obligés d'être contre leurs parents qui veulent essayer de les protéger de ça et au risque de tomber dans la scolarité et en plus d'être analphabètes parce que c'est pas comme si ça gagnait au niveau scolaire. Et ensuite, les enfants aussi ne veulent pas isoler leurs enfants. Et là, c'est un gendarme chargé de la sensibilisation dans les écoles qui disait il y a un effet de groupe. Ceux qui n'ont pas accès à ces réseaux sont absolument exclus. Donc, quand Jean-Michel Blanquer nous disait il y a 5 ans, on va interdire les portables dans les écoles et qu'aujourd'hui, c'est toujours pas concret, je comprends toujours pas ce qui nous empêche de les interdire au moins à l'école. Ça aiderait déjà les parents qui essayent de résister à cette emprise sur leurs enfants.